Pendant la majeure partie de l'ère moderne, les gens croyaient que le prix de l'argent était objectif, quelque chose de solide, mesurable et précis. Mais pendant des décennies, les plus grandes banques du monde ont discrètement réécrit cette vérité. Derrière des murs de marbre et des vitres polies, elles ont appris à façonner le coût de votre hypothèque, de votre prêt, de votre avenir, tout cela grâce à un seul chiffre dont peu de gens avaient entendu parler. Elles l'ont appelé le London Interbank Offered Rate, ou LIBOR. Il ne s'agissait pas d'une action, d'une devise ou d'une décision gouvernementale. C'était plus simple et bien plus puissant, l'estimation quotidienne des taux que les banques s'appliquaient mutuellement pour emprunter. Chaque matin, un petit groupe de géants financiers, Barclays, JP Morgan, Citigroup, UBS, Deutsche Bank, se voyaient poser la même question. Si vous aviez besoin d'argent aujourd'hui, quel taux une autre grande banque vous demanderait-elle? Chacun répondait par un chiffre. Les estimations les plus élevées et les plus basses étaient écartées. La moyenne était calculée à partir des autres. Cette moyenne devenait le LIBOR du jour, le prix de l'argent lui-même. Propre, efficace, invisible. Mais le système avait un défaut caché. Il reposait entièrement sur l'honnêteté. Le LIBOR n'était pas basé sur des transactions réelles, mais sur la confiance, la conviction que des institutions pesant des milliers de milliards de dollars diraient la vérité. Et dans la haute finance, la confiance est la chose la plus facile à vendre. Pour comprendre son ampleur, il faut comprendre ce que le LIBOR touchait. Ce n'était pas seulement un outil pour les banquiers, c'était le cœur silencieux de toute l'économie. Plus de 300 000 milliards de dollars de contrats en dépendaient. Prêts aux entreprises, dettes étudiantes, hypothèques, cartes de crédit, voire obligations d'État. Lorsqu'une famille achetait une maison, lorsqu'un étudiant empruntait pour financer ses études, lorsque des nations se prêtaient mutuellement de l'argent, c'était le LIBOR qui en fixait le coût. Les économistes l'appelaient le chiffre le plus important au monde. Et pourtant, ce puissant indice de référence reposait sur quelque chose d'aussi fragile qu'une enquête. Quelques estimations envoyées par email chaque matin. C'était comme laisser les étudiants noter leurs propres examens, puis leur verser des primes pour les notes élevées. Au début, l'illusion fonctionnait. Les marchés lui faisaient confiance. Les chiffres semblaient stables. Le rythme de l'argent restait prévisible. Mais au sein de ces banques, une pensée silencieuse a commencé à se répandre. Si un léger changement dans ce taux pouvait faire bouger des milliers de milliards, alors celui qui contrôlait le taux détenait un pouvoir caché, un pouvoir sans trace. Et dans la finance, le pouvoir n'est jamais laissé inutilisé. Imaginez 16 banques envoyant leurs chiffres chaque matin. Un trader de l'une d'entre elles fait un pari, un produit dérivé qui rapporte si les taux montent ou baissent. Un murmure peut faire basculer la fortune. Il envoie donc un message rapide à un collègue du bureau des marchés monétaires. « Salut, baisse un peu le taux aujourd'hui. » Le collègue ajuste le chiffre, pas beaucoup, juste un tout petit peu, et le soumet. Sur 16 soumissions, ce léger changement fait baisser la moyenne. Le LIBOR baisse, peut-être d'1 centième de %. Inoffensif, pourrait-on penser. Mais lorsque 10 000 milliards de dollars de prêts mondiaux sont liés à cette fraction, un seul centième signifie que des milliards se déplacent en silence. Et c'est ce qui s'est passé, jour après jour, transaction après transaction. Les profits ont afflué discrètement. Le monde n'y a jamais prêté attention. Les régulateurs ont supposé que tout était honnête. Après tout, il s'agissait des piliers de la finance mondiale. La British Bankers Association supervisait le taux et faisait entièrement confiance à ses membres. La confiance est devenue une politique, et la politique est devenue une vulnérabilité. À la fin des années 1990, la manipulation n'était plus un accident. C'était un art. Les traders de tous les continents se retrouvaient
dans des salons de discussion privés, aux noms évocateurs tels que The Cartel, le cartel, et The Mafia, la mafia. Ils échangeaient des blagues et des faveurs. « Tu peux baisser le Libor à 3 mois d'un point ? » ?»« Bien sûr, mon pote, tu me dois une bouteille. » Quelques messages, quelques rires, et des milliards changeaient de mains en coulisses. Cela semblait enfantin, et c'était le but recherché. Plus cela semblait décontracté, moins les gens se méfiaient. Ce n'étaient pas des voleurs masqués, mais de jeunes hommes en costume qui faisaient bouger les marchés depuis leur clavier. Leurs crimes se mesuraient en décimales. Leurs armes étaient des chiffres, et personne ne les arrêtait. Tant que la machine mondiale continuait de tourner, aucun régulateur ne voulait y regarder de trop près. L'illusion de l'ordre valait plus que la vérité. Le Libor, censé refléter la confiance entre les banques, est devenu un théâtre de tromperie, un rituel quotidien fondé sur la performance. Puis sont arrivées les années 2000. Le marché immobilier a gonflé grâce au crédit facile. Les produits dérivés se sont multipliés. Le risque était partout, mais invisible. Et au centre de tout cela, le Libor continuait de battre, stable, calme, rassurant. Sur le papier, la confiance semblait infinie. Mais la confiance fondée sur des mensonges a une date d'expiration. Lorsque la crise financière a éclaté en 2008, le monde a découvert que les banques ne se faisaient plus confiance du tout. Le marché interbancaire s'est figé. Personne ne voulait prêter. Personne ne voulait l'admettre. Pourtant, chaque matin, elles continuaient à envoyer leurs chiffres, prétendant que les affaires étaient normales. Elles déclaraient des taux bas, prétendant être en bonne santé, liquides, solides. En réalité, elles étouffaient. Le Libor, censé être le thermomètre de la confiance mondiale, affichait une température parfaite de 98 degrés, alors que le patient était en train de mourir. La tromperie était collective, presque patriotique. Les régulateurs de Londres et de New York ont détourné le regard, craignant que la révélation de la vérité ne déclenche une panique. Le mensonge a donc continué. Le cœur du système était à l'arrêt, mais son pouls continuait à battre. Pour le monde extérieur, les prêts hypothécaires continuaient à fonctionner. Les prêts étudiants continuaient de croître. Les obligations continuaient d'être négociées. Mais en coulisses, le point de référence qui fixait le prix de tout, le taux qui déterminait qui payait quoi, avait perdu tout lien avec la réalité. C'était une ironie trop flagrante pour être ignorée. L'indice créé pour mesurer l'honnêteté était devenu son contraire, un monument à la fiction. À ce moment-là, les dégâts étaient incalculables. Le faux calme du Libor a permis à la tempête de s'étendre plus largement, plus profondément, plus rapidement. Les économistes ont déclaré plus tard que la crise ne concernait pas seulement le logement ou la cupidité, elle concernait la confiance, un système qui prétendait croire en lui-même longtemps après que la confiance ait disparu. D'une certaine manière, le Libor n'était pas seulement un chiffre, c'était un miroir. Il montrait ce qui se passe lorsqu'une civilisation confond l'apparence avec la vérité, la confiance avec la stabilité. Et lorsque cette illusion s'est finalement effondrée, elle a révélé ce qu'était devenue la finance. Non pas une science de l'argent, mais un théâtre de réassurance. La scène était toujours éclairée. Les acteurs souriaient toujours. Mais le public, le monde entier, en payait déjà le prix. Et personne ne savait encore à quel point l'affaire était grave. La vérité a fait surface lentement, presque par accident. En 2012, quelques journalistes et lanceurs d'alerte ont commencé à poser des questions que les régulateurs avaient longtemps évitées. Pourquoi les coûts d'emprunt semblaient-ils si stables alors que les marchés étaient en plein chaos? Pourquoi les banques au bord de la faillite affichaient-elles chaque matin la même confiance sereine? La première fissure est apparue à la Barclays Bank. Sous la pression, elle a admis avoir manipulé le Libor et a remis les transcriptions des conversations aux enquêteurs. Le ton était presque surréaliste. Les traders plaisantaient
sur le fait de manipuler le pool financier du monde comme s'il s'agissait d'un jeu. « Nous l'avons tous fait », a déclaré un banquier. Et il avait raison. Le scandale s'est propagé comme un virus. UBS, Deutsche Bank, Citigroup, JP Morgan, Royal Bank of Scotland. Les uns après les autres, ils ont été mis en lumière. Ce qui est apparu n'était pas l'histoire de quelques mauvais acteurs, mais le portrait d'une culture tout entière. Un réseau mondial d'institutions où l'honnêteté était devenue facultative et où la tromperie faisait tout simplement partie du travail quotidien. Des emails internes ont révélé un monde de faveurs discrètes. Pouvez-vous ajuster le taux? Bien sûr, je vous en dois une. Les responsables étaient au courant. Les dirigeants avaient des soupçons. Certains approuvaient, d'autres choisissaient de fermer les yeux. Le système n'était pas défaillant. Il fonctionnait exactement comme prévu, récompensant ceux qui pouvaient manipuler les chiffres sans se faire prendre. À l'issue des enquêtes, les sanctions se sont élevées à près de 9 milliards de dollars. Cela semblait être justice, mais en réalité, c'était une erreur d'arrondi. Les profits générés par des années de manipulation avaient largement dépassé le montant des amendes. Pour les banques, il s'agissait simplement d'une dépense supplémentaire, le coût de leur activité. Quelques traders ont été inculpés, quelques-uns ont été envoyés en prison. Mais ils n'étaient que la partie émergée de l'iceberg, la partie visible d'une machine invisible. Les institutions ont continué à fonctionner. Les primes ont été rétablies. En quelques mois, les marchés ont repris leur cours, comme si rien ne s'était passé. C'était là le véritable scandale. Non pas la manipulation elle-même, mais la facilité avec laquelle le monde l'avait oubliée. Pour comprendre comment cela a pu se produire, il faut examiner la véritable signification des taux d'intérêt. Ils sont censés mesurer la confiance, c'est-à-dire le coût d'un prêt, lorsque le remboursement n'est pas certain. Le Libor était destiné à refléter cette confiance entre les banques. Mais lorsque tous les prêts hypothécaires, cartes de crédit et obligations d'État ont été liés à ce taux unique, le système est devenu dépendant de sa stabilité. Et la dépendance s'accompagne toujours de déni. Les traders n'avaient pas besoin de contourner les règles. Ils les avaient écrites. Ils comprenaient que la finance ne fonctionne pas sur la base de la moralité, mais sur celle de l'incitation. Plus la dépendance au Libor était grande, plus la récompense pour le fossé était importante. Un message ici, une faveur là, quelques décimales déplacées, et des milliards se déplaçaient sans bruit. C'était une chorégraphie déguisée en transparence. Même pendant la crise de 2008, lorsque la panique a paralysé les marchés, la supercherie a continué. Les banques qui ne pouvaient plus emprunter dans la réalité continuaient à soumettre chaque matin des chiffres optimistes, prétendant que tout allait bien. Les régulateurs ont vu les rapports, ont approuvé et ont choisi de croire plutôt que de voir la vérité. L'illusion avait plus de valeur que l'honnêteté. Lorsque la vérité est finalement devenue indéniable, les gouvernements ont été confrontés à un choix cruel. Exposer toute la pourriture et risquer de faire s'effondrer la confiance, ou panser la plaie et passer à autre chose. Ils ont choisi la seconde option. Des comités ont été formés, des rapports ont été rédigés et de nouvelles réglementations ont été annoncées. Le système promettait une réforme sans introspection. Le Libor serait remplacé, ont-ils déclaré, par quelque chose de plus propre, un indice de référence basé sur des données réelles. Ainsi, après près de 4 décennies de domination discrète, le Libor a été retiré en 2023. Son successeur, le Secured Overnight Financing Rate, ou SOFR, a vu le jour. Sur le papier, le SOFR était tout ce que le Libor n'était pas, fondé sur des transactions réelles, à l'abri des estimations, transparent. Mais sous la surface, les mêmes institutions tiraient toujours les ficelles. Les mêmes incitations, la même culture, la même compréhension tacite que le pouvoir se cache mieux dans la complexité. Les noms ont changé. Les habitudes, non.
car le scandale du Libor n'a jamais été une simple question de chiffres. Il s'agissait de confiance, cette monnaie invisible qui fait tenir les économies modernes. Lorsque cette confiance s'effondre, aucune loi, aucune réglementation, aucun taux ne peut la remplacer. Les écrans continuent de briller, les marchés continuent de fonctionner, mais les fondations tremblent. Le véritable danger n'était pas la corruption, c'était la normalisation. Lorsque les petits mensonges deviennent routine, lorsque les chiffres remplacent le jugement, lorsque la performance devient une preuve, c'est là que la civilisation cesse de remarquer son propre déclin. Les années Libor ont été une étude de cette érosion silencieuse. Pas d'émeutes, pas de krach, pas de chute spectaculaire. Juste quelques fractions de pourcentage, s'accumulant silencieusement, transférant la richesse du plus grand nombre vers une minorité. C'était le crime parfait, non pas parce qu'il était caché, mais parce qu'il ressemblait à une activité normale. Lorsque les gens ont entendu parler du scandale, la plupart ont haussé les épaules. C'était trop abstrait, trop éloigné de la vie quotidienne. Mais le Libor avait touché tout le monde. Chaque étudiant remboursant sa dette, chaque propriétaire payant des intérêts, chaque ville gérant des retraites. Chaque fraction de pourcentage était une taxe silencieuse, prélevée sans consentement. Et pourtant, l'indignation s'est rapidement estompée. Dans la finance, la complexité est le meilleur camouflage. Lorsqu'un crime ne peut être expliqué en quelques mots, la responsabilité se dissout dans la confusion. Mais quelque chose de plus profond subsistait. Le scandale a révélé une vérité qui dépassait le cadre de la finance. La vérité sur la façon dont les systèmes modernes dépendent de la confiance plutôt que de l'intégrité. Les économies ne fonctionnent pas seulement grâce à l'argent, mais aussi grâce à des récits qui affirment que les chiffres sont justes, que les règles sont fixes, que le jeu est honnête. Le Libor a brisé cette illusion. Il a montré que les personnes qui contrôlent l'argent dans le monde n'ont pas besoin d'enfreindre les règles. Elles ont juste besoin de les écrire au crayon. Après 23 ans, les marchés mondiaux se sont tournés vers de nouveaux indices de référence, de nouveaux algorithmes, de nouveaux acronymes. Mais l'essence est restée la même. Une machine alimentée par les émotions humaines. L'ambition, la peur, la cupidité, le besoin d'appartenance. La finance n'était pas froide ou mécanique, elle était psychologique. C'est pourquoi le scandale reste important, parce qu'il a révélé le coup de prétendre que les systèmes sont neutres alors qu'ils sont construits par des personnes ayant des motivations. Chaque taux, chaque contrat, chaque indice commence par une croyance, celle que l'autre partie agira de bonne foi. Le Libor est ce qui s'est produit lorsque cette croyance est devenue un produit commercialisable. Il a été négocié, exploité, puis finalement épuisé. En fin de compte, sa chute n'était pas due à un échec des chiffres. C'était à être un échec de l'imagination, un refus de voir que la confiance elle-même pouvait être corrompue. Aujourd'hui, le monde parle de progrès, d'une meilleure surveillance, de systèmes plus sûrs, d'algorithmes plus intelligents. Mais ce sont toujours les mêmes mains qui tapent les chiffres, les mêmes institutions qui définissent les indices de référence et les mêmes incitations discrètes qui murmurent sous les données. L'histoire ne se répète pas, elle s'affine. Chaque génération hérite d'une version plus propre de la même illusion, que les marchés sont moraux, que l'efficacité est synonyme d'honnêteté, que le système s'autocorrige. Mais l'histoire du Libor résonne comme un écho. Elle nous rappelle que la corruption rugit rarement, elle fredonne, elle se déplace à travers la routine, à travers les feuilles de calcul et les signatures, à travers la confiance que personne ne remarquera rien. Après tout, le prix de l'argent n'a jamais été une simple question de mathématiques. C'était une question de foi, l'accord collectif de croire en une fiction suffisamment longtemps pour qu'elle semble réelle. Et c'est peut-être là la vérité silencieuse de la finance moderne. Le système ne s'effondre pas lorsque les chiffres échouent.
Il s'effondre lorsque la croyance échoue. Car lorsque la confiance devient une autre marchandise à échanger, aucun algorithme ne peut en mesurer le coût.